122 $. Jeudi soir, une once d'argent valait 122 $, le record absolu de tous les temps. 24 heures plus tard, cette même once ne valait plus que 85 $, 30% de la valeur, effacée en une seule journée. C'est la pire chute de l'argent depuis 1980, et ce n'est pas un accident, c'est une exécution. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se joue réellement sur le marché des métaux précieux. Parce que ce krach historique n'est pas le résultat d'une panique spontanée, c'est le résultat d'une décision prise dans les bureaux du CME Group à Chicago. Une décision qui a liquidé plus d'1 milliard de dollars de positions en quelques heures. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre le mécanisme que les initiés appellent le kill switch. Chaque contrat à terme sur l'argent au COMEX exige un dépôt de garantie. On appelle ça la marge. C'est l'argent que vous devez bloquer pour maintenir votre position ouverte. Plus la marge est élevée, plus il vous faut de capital. Et quand le CME augmente cette marge du jour au lendemain, les traders qui n'ont pas assez de liquidité sont forcés de vendre. Pas parce qu'ils veulent vendre, parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est une liquidation forcée. Et ce mécanisme a été déclenché non pas une fois, mais 3 fois en moins de 4 semaines. C'est exactement ce qui vient de se produire. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si cette correction est temporaire ou si elle marque le début d'un effondrement structurel du marché papier. Je l'ai documenté dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer la chronologie exacte de ce qui s'est passé. Revenons au début du mois de janvier 2026. Le 1er janvier, les nouvelles restrictions chinoises sur l'exportation d'argent entrent en vigueur. Ce n'est pas une interdiction totale, c'est un système de licence qui transforme l'argent en ressource stratégique, au même titre que les terres rares. Le ministère du Commerce chinois a publié une liste de 44 entreprises autorisées à exporter pour la période 2026 et 2027. Pour obtenir cette licence, il faut prouver une production annuelle d'au moins 80 tonnes. Les centaines de petits et moyens exportateurs qui alimentaient le marché mondial sont exclus du jour au lendemain. Et la Chine contrôle entre 60 et 70% de la capacité mondiale de raffinage d'argent. Faites le calcul. Le marché physique mondial vient de perdre son principal fournisseur. Le 7 janvier, le CME frappe un premier coup. Les marges sur les contrats à terme d'argent sont augmentées de 47%, de 22 000 à 32 500 $ par contrat. L'argent, qui avait atteint environ 83 $ l'once, chute brutalement de 17%. Mais le marché se reprend. Les fondamentaux sont trop solides. La demande industrielle explose, portée par le solaire, les semi-conducteurs, les véhicules électriques. Le déficit structurel entre l'offre et la demande est estimé à plus de 230 millions d'onces par an. La production mondiale, environ 1 milliard d'onces, ne couvre plus la consommation de 1,24 milliard d'onces. L'argent remonte. Il dépasse les 100 $, puis les 110. Le 26 janvier, l'argent franchit les 112 $. L'or dépasse les 5 000 $ pour la première fois de l'histoire. Et le CME frappe à nouveau. Le 28 janvier, Bloomberg rapporte une nouvelle hausse des marges sur l'argent, de 9% à 11% de la valeur notionnelle du contrat. Mais l'argent continue de monter. Le 29 janvier, il atteint 121 $ et 64 cents. L'or touche un sommet historique au-dessus de 5 600 $. Et puis vendredi 30 janvier, stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est la chronologie d'un marché qui a été systématiquement attaqué par son propre régulateur. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes des inventaires COMEX des 90 derniers jours et pourquoi les niveaux enregistrés sont à leur plus bas historique. Deuxièmement, la liste complète des banques qui détenaient des positions vendeuses massives avant chaque hausse de marge et comment elles en ont profité. Troisièmement, le calendrier précis des prochaines dates critiques pour les livraisons physiques et ce que cela signifie pour le prix. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus les contrôles chinois, le dollar, les banques centrales, un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé le vendredi 30 janvier. Ce matin-là, Donald Trump annonce officiellement la nomination de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale américaine. Warsh, 55 ans, ancien gouverneur de la Fed sous George W. Bush, a servi pendant la crise financière de 2008. La réaction du marché est immédiate. Les métaux précieux s'effondrent. La nomination de Warsh est interprétée comme un signal de politique monétaire plus orthodoxe. Les craintes d'une prise de contrôle politique de la Fed s'atténuent. Et les métaux, qui avaient grimpé en partie sur la peur d'une Fed soumise à la Maison-Blanche, perdent leur carburant.
L'argent perd 30% en une seule séance, de 122 $ à environ 85. L'or chute de plus de 9%, passant sous les 5 000 $. Plus d'1 milliard de dollars de positions à effet de levier sont liquidées en quelques heures. Bloomberg rapporte que le CME relève encore les marges ce même jour. L'or passe de 6 à 8% de marge. L'argent est de nouveau touché. C'est la troisième hausse de marge en moins de 4 semaines. CNBC titre que c'est la pire journée pour l'argent depuis 1980. Et c'est précisément ce parallèle historique qui devrait vous alarmer. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'argent, l'or, les banques centrales, la Chine et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. 1980. L'année où les frères Hunt ont tenté de cornériser le marché de l'argent. Le prix était monté de 6 à 50 $ l'once en quelques mois. Et comment le COMEX avait-il réagi? En changeant les règles. Le 21 janvier 1980, la bourse avait imposé des limites sur les achats. Seules les liquidations de positions étaient autorisées. Le résultat fut un effondrement de plus de 50% en 4 jours. 2011. L'argent atteint 49 $ l'once. Le CME augmente les marges 5 fois en 8 jours. L'argent s'effondre de 35%. Les initiés appellent à cet épisode le massacre du dimanche soir. 2026. L'argent atteint 122 $. Le CME augmente les marges au moins 3 fois en janvier. L'argent perd 30% en un jour. Vous voyez le schéma? Chaque fois que l'argent menace de s'envoler, le CME intervient. Chaque fois, le mécanisme est identique. Hausse des marges, liquidation forcée, effondrement du prix papier. Et chaque fois, ceux qui en profitent sont les grandes banques de lingots, qui détenaient des positions vendeuses massives. Les analystes de Seeking Alpha ont qualifié la hausse de marge du 7 janvier de sauvetage des banques, pas de crack. La logique est simple. Le CME n'est pas un arbitre neutre. C'est une société cotée en bourse, au Nasdaq, sous le symbole CME. Ses membres compensateurs sont les mêmes banques qui détiennent les plus grosses positions courtes sur l'argent. Si ces banques font défaut, le CME est responsable. Protéger les banques et protéger la bourse sont donc la même chose. Ce n'est pas une théorie, c'est la structure même du système. Mais voici ce qui est différent en 2026. Voici ce qui n'existait pas en 1980 ni en 2011, la Chine. Quand les frères Hunt ont été écrasés, la Chine n'était pas un acteur majeur du marché de l'argent. Quand le CME a tué le rallye de 2011, la Chine n'avait pas de restrictions sur l'exportation d'argent. Aujourd'hui, la situation est fondamentalement différente. Depuis le 1er janvier 2026, la Chine a érigé ce que certains analystes appellent le grand mur de l'argent. L'argent raffiné a été reclassifié comme article à double usage, le même statut que le gallium et le germanium, des matériaux stratégiques dont l'export est strictement contrôlé. D'après le South China Morning Post, les nouvelles règles remplacent un système de quotas en place depuis l'an 2000. Le régime est devenu plus strict. Les exportateurs doivent prouver des exportations annuelles continues de 2022 à 2024. Les nouveaux candidats doivent démontrer une production annuelle dépassant 80 tonnes. Et le Securities Times, un média d'État chinois, a rapporté que cette politique élève effectivement l'argent du statut de marchandise ordinaire à celui de ressources stratégiques. La conséquence est mathématique. Si la Chine réduit ses exportations de 50%, le déficit mondial pourrait dépasser 5000 tonnes métriques par an. Et ce déficit s'ajoute à un déséquilibre qui dure depuis 5 années consécutives. Depuis 2021, chaque année, la demande mondiale d'argent a dépassé l'offre totale. C'est 5 ans de déficit ininterrompu. 5 ans pendant lesquels les inventaires mondiaux ont été grignotés lentement, méthodiquement. Et cette pénurie frappe en priorité les industries qui ne peuvent pas substituer l'argent. Le solaire, les semi-conducteurs, l'électronique de pointe, les véhicules électriques, les applications militaires, la demande industrielle ne diminue pas quand le prix monte. Elle est rigide. Un fabricant de panneaux solaires n'arrête pas sa production parce que l'argent est cher. Il paie le prix. Ou il ferme. C'est cette réalité qui crée la divergence la plus significative de notre époque. Le marché papier et le marché physique sont en train de se séparer. En début janvier, les primes physiques à Shanghai atteignaient 8 $ par once au-dessus du prix du COMEX. Un analyste cité par FX Street a noté que le ratio entre contrats papier et onces physiques réelles au COMEX est de 356 contre 1. 356 promesses pour chaque once réelle. C'est l'équivalent d'un hôtel qui vend 356 réservations pour la même chambre. Le système fonctionne tant que tout le monde ne se présente pas en même temps. Mais quand la Chine verrouille ses exports,
quand les inventaires COMEX touchent leur plus bas niveau en année, quand la demande industrielle atteint des records, de plus en plus de détenteurs de contrats exigent la livraison physique. Et les livraisons de janvier 2026 ont été parmi les plus élevées de l'histoire du COMEX. Et c'est là que le système craque, parce que le métal n'est pas là. En Inde, la situation est encore plus révélatrice. D'après les rapports de presse de Rajkot, 44 sociétés de négoce d'argent ont officiellement déclaré leur insolvabilité, avec des passifs proches de 425 millions de dollars. Ces entreprises détenaient des positions papier, pas des barres. Quand les marges ont augmenté, elles ont été anéanties en quelques heures. C'est exactement ce qui se passe quand le marché papier se déconnecte du marché physique. Le prix sur l'écran dit une chose, la réalité dans les coffres dit autre chose. Et maintenant, ajoutez à cette équation la nomination de Kevin Warsh. Warsh n'est pas un inconnu. Il a siégé au conseil des gouverneurs de la Fed de 2006 à 2011. Il a traversé la crise financière de 2008 de l'intérieur. Et il a longtemps critiqué ce qu'il considère comme un excès de stimulus monétaire après la crise. Trump l'a nommé en espérant des baisses de taux agressives. Mais les marchés sont sceptiques. Lors d'une interview sur CNBC en juillet dernier, Warsh avait appelé à un changement de régime à la Fed. Sa nomination marque une rupture avec l'ère Powell. La question est de savoir si Warsh va effectivement suivre les ordres de Trump ou s'il va défendre l'indépendance de la Banque centrale. Le sénateur républicain Thom Tillis a déjà annoncé qu'il s'opposerait à la confirmation de Warsh tant que l'enquête contre la Fed ne serait pas résolue. Le leader de la majorité au Sénat, John Thune, a admis que sans le soutien de Tillis, Warsh ne serait probablement pas confirmé. C'est un blocage politique sans précédent pour un poste aussi crucial, et c'est cette incertitude qui alimente la volatilité. Le marché ne sait pas qui va diriger la politique monétaire américaine, il ne sait pas si les taux vont baisser ou rester élevés, il ne sait pas si le dollar va continuer à s'affaiblir. Tout ce qu'il sait, c'est que l'inflation américaine est toujours à 2,7%, bien au-dessus de la cible de 2%, que la dette américaine dépasse les 37 000 milliards de dollars, que les banques centrales du monde entier achètent de l'or à un rythme jamais vu depuis Bretton Woods, et que la Chine vient de transformer l'argent en arme géopolitique. Alors que signifie ce crack de 30%? Est-ce la fin du rallye? Ou est-ce exactement le type de correction qui se produit au milieu des plus grands marchés haussiers de l'histoire? Regardons les chiffres. Même après cette chute historique, l'argent à 85 $ reste en hausse de plus de 170% sur un an. C'est toujours le 9e mois consécutif de hausse. Le gain mensuel pour janvier, malgré le crack, dépasse les 30%. L'or à environ 4 900 $ reste en hausse de 74% sur un an. Ceux qui ont crié à la mort du rallye en 2011, après la correction de 35%, avaient raison à court terme. L'argent n'a pas retrouvé son sommet pendant plus de 10 ans. Mais ceux qui comprenaient les fondamentaux s'avèrent que le déficit structurel n'avait pas disparu. La différence aujourd'hui, c'est que les fondamentaux sont infiniment plus puissants. En 2011, il n'y avait pas de restrictions chinoises sur les exports d'argent. Il n'y avait pas de transition énergétique mondiale exigeant des milliards d'onces pour les panneaux solaires. Il n'y avait pas de dédollarisation active par les BRICS. Il n'y avait pas de dette américaine à 37 000 milliards. Et il n'y avait pas un gouvernement américain qui affaiblissait volontairement sa propre monnaie. Le dollar est à ses plus bas niveaux en 4 ans. Trump lui-même a signalé qu'il tolérait un dollar faible. Et un dollar faible est le meilleur carburant pour les métaux précieux. L'or a gagné 64% rien qu'en 2025. Et janvier 2026 a ajouté 15% de plus avant la correction. Les conditions qui ont créé ce rallye n'ont pas changé vendredi. Seul le levier a été retiré. Le CME a liquidé les spéculateurs. Mais il n'a pas résolu le déficit physique. Il n'a pas relancé les mines. Il n'a pas convaincu la Chine de lever ses restrictions. Il a simplement appuyé sur le bouton pause du prix papier. Le prix physique, lui, raconte une histoire différente. Les primes sur les pièces d'argent physiques restent élevées. Les délais de livraison s'allongent. Les revendeurs sont en rupture de stock sur les produits les plus populaires. C'est le signal le plus important de tous. Quand le prix papier chute, mais que le métal physique reste cher et rare, cela signifie que la correction est artificielle. Cela signifie que le marché papier a été manipulé à la baisse pour sauver les positions vendeuses des grandes banques, et que le marché physique refuse de suivre. C'est exactement ce qui s'est passé après chaque hausse de marge en 1980 et en 2011. Le prix papier chute, le métal physique disparaît des étagères, et quelques mois plus tard, le prix remonte pour refléter la réalité physique. La question n'est pas de savoir si l'argent va remonter. La question est de savoir à quel niveau. Parce que, cette fois, il n'y a pas de relâchement possible du côté de l'offre. La Chine ne va pas lever ses restrictions pour faire plaisir au marché occidental.
Le déficit structurel va continuer de ronger les inventaires et la demande industrielle ne fait qu'augmenter. Voici ce que les événements de janvier 2026 nous enseignent. Le marché des métaux précieux est une guerre. D'un côté, le système papier de New York et de Londres, soutenu par les hausses de marge et les liquidations forcées. De l'autre, le marché physique de Shanghai, de Dubaï, de Mumbai, soutenu par la demande réelle et les restrictions d'approvisionnement. Et cette guerre est en train de basculer. Le fait que l'or a gagné 74% en un an, malgré toutes les hausses de marge, malgré toutes les interventions réglementaires, prouve que les forces fondamentales sont plus puissantes que le kill switch de Chicago. Les banques centrales achètent, la Chine verrouille, le déficit se creuse et le dollar s'affaiblit. Parce que vous pouvez manipuler un écran, mais vous ne pouvez pas créer du métal avec un algorithme. Vous ne pouvez pas imprimer de l'argent physique. Vous ne pouvez pas effacer un déficit structurel avec une hausse de marge. Ce que le CME a fait vendredi, c'est gagner du temps. Pour les grandes banques, pas pour vous. Le marché va se stabiliser dans les jours qui viennent. La volatilité va rester extrême. Et quand la poussière retombera, la réalité fondamentale sera toujours la même. Il y a plus de demandes que d'offres, et la Chine vient de refermer le robinet. Janvier 2026 restera dans les livres d'histoire financière. Pas pour le crack, mais pour ce qu'il a révélé sur la fragilité du système papier face à la réalité physique. Restez informés, restez préparés. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se voit demain, avec les derniers développements.